regarde! Coucou. Ça chatouille! Tiens! Permettez-nous de vous présenter N1, N2 et N3. Voici N4, et là en bas c'est N5. 5 jolies rats femelles suisses. Même si nous sommes bien intentionnés, elles sont encore un peu craintives. Mais nous avons de quoi les amadouer, à savoir des flocons d'avoine aussi attirants que les chips pour nous. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre émission. J'espère que vous n'allez pas fuir parce qu'il faut bien le reconnaître, les rats ne plaisent pas à tout le monde. Non, et j'avoue être moyennement à l'aise avec l'aventure Xenius du jour. Il faut dire que les rats n'ont pas vraiment bonne réputation. Ils sont soupçonnés de propager plein de maladies, ils ont une drôle de queue et ils seraient des millions à vivre parmi nous. En tout cas, ici, à l'université de Berne, on en pense beaucoup de bien. Ce sont apparemment des animaux très intelligents, très sociaux, et je le confirme, ils ont une fourrure toute douce. En fait, ils auraient plein de qualités. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les éthologues du centre. Une chose est sûre, ces dames ne véhiculent pas le moindre germe et sont des modèles de douceur. Elles se sont bien lavé les pattes, elles ont été très polies avec nous et ne nous ont pas fait pipi dessus. Mais si j'en voyais une chez moi, j'appellerais tout de suite les dératiseurs. Nikolai Bibel, destructeur de nuisibles à Munich, se rend chez un particulier pour une visite de contrôle. Il y a quelques jours, il a posé des appâts empoisonnés contre les rats dans une cave avec jardin. Ce serait embêtant si les appâts étaient encore intacts. On ne pourrait en tirer aucune information. Pas de rats en vue, mais des traces. Ici, on voit bien le chemin qu'ils ont pris. Il y a un trou sous la plaque, là où ils sont sortis de terre. Et ce qu'on voit là, c'est ce que ça donne quand ils creusent le sol. Les trous sont juste au-dessus d'une cave. C'est de là que viennent les rats. Ont-ils touché aux appâts empoisonnés? Ce serait bon signe. Voyons s'ils en ont mangé. Non, je ne vois rien. Nikolai Bibel est déçu. On dirait bien que les rats se nourrissent ailleurs. Et aucune chance de les dénicher maintenant. Il y a longtemps qu'ils se sont enfuis par les canalisations. Les rats sont vifs et très agiles. Ils ont le nez fin, se faufilent par des trous minuscules et leur queue préhensile les aide à garder l'équilibre. L'escalade n'a pas de secret pour eux. Gravir une conduite d'eau usée et atteindre une cave, par exemple, ne leur pose pas le moindre problème. Si quelqu'un vient, ils prennent la fuite avant même d'avoir été vus. Je vois assez peu de rats. De temps en temps, j'en aperçois un qui détale, mais c'est plutôt rare. Disons une fois tous les 3 mois. Même si on ne les voit pratiquement jamais, ces rongeurs sont parmi nous. Ou au-dessus de nous, cela dépend des rats. Il existe environ 65 espèces de rats. En France et en Allemagne, on en dénombre principalement 2. Nez pointu, longues oreilles, corps menu, voici le rat noir. Amateur de chaleur, il aime bien s'installer au grenier. Il est devenu très rare en Europe. Nos rats sauvages sont presque tous des surmulots. Ils investissent plutôt les bas-fonds, aiment l'eau, creusent des galeries et aiment les canalisations. Pour eux, c'est le moyen idéal de se rendre discrètement et en toute sécurité d'un endroit à un autre. Sans compter que c'est un vrai pays de cocagne, ils y trouvent tout ce que nous jetons dans les toilettes. Par contre, ils aiment dormir au sec. Par ces conduits, ils peuvent accéder à une cave sans être vus. Et là, ils donnent du fil à retordre aux dératiseurs. Nikolai Bibel n'a pas fini de poser des appâts empoisonnés dans cette cave. Il intervient également dans les espaces verts. Là aussi, il ne viendra à bout des rongeurs que s'ils veulent bien croquer la mort au rat. La mort au rat est un raticide hautement toxique. Soigneusement emballé,
et les placer dans des boîtes à appât attachées à un câble d'acier. Des mesures de sécurité destinées à protéger les hommes et les autres animaux. Il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, tout le monde pouvait manipuler la mort aux rats, sans aucune protection ni pour soi, ni pour les enfants ou les animaux domestiques. Le produit agissait très rapidement. Si un rat, en général un animal inexpérimenté, se laissait tenter par ses soi-disant friandises, il mourrait en très peu de temps. Mais les rats sont intelligents. Ils s'observent les uns les autres. Si l'un de leurs congénères donnait des signes de faiblesse après avoir grignoté l'appât, les autres n'y touchaient plus et continuaient à explorer la maison. De nos jours, presque tous les raticides reposent sur un autre principe. Les rats ne meurent que quelques jours après avoir absorbé l'appât. Les rats en bonne santé n'établissent pas le lien entre l'appât empoisonné et la mort de leurs congénères. L'inconvénient, c'est que d'autres animaux, que l'on ne souhaitait pas éliminer, peuvent être victimes de ces poisons. Mais aucune autre méthode n'est à la fois aussi efficace et moins dangereuse. De nombreux produits ne peuvent être utilisés que par des professionnels comme Nikolai Biebel. Mais les infestations de rats ne sont pas une fatalité. Voici quelques conseils pratiques pour éviter d'être confronté à ce problème. Ne jetez pas de denrées alimentaires dans les toilettes. Ne laissez pas les poubelles déborder de restes de nourriture. Ne mettez pas de restes de viande ou des os dans le compost. Et ne vous débarrassez pas d'aliments dans les espaces verts. Dans le jardin, à la cave ou dans la maison, les rats sont indésirables. Mieux vaut éviter le contact avec ces animaux qui sont quand même sauvages. Absolument. Mais à la station éthologique du Hasli à Berne, les rats sont les bienvenus. Et ils passent le plus clair de leur temps dans cette pièce. Michael Taborski, directeur de ce centre de recherche, nous y attend. J'éteins. Attention. 3, 2, 1. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, votre récepteur n'est pas en cause. Ici, tout le monde voit la vie en rouge. Pour quelle raison, Michael Taborski? En tant qu'éthologue, nous voulons observer le comportement naturel des animaux. Or, les rats sont surtout actifs la nuit et dans la pénombre. Pour nos expériences, il nous faut reproduire au mieux ces conditions. D'où cette lumière rouge quasiment invisible pour les rats. Le rat pense qu'il fait nuit. Pour les rats, il fait nuit, effectivement. Le soir, nous allumons la lumière et ils se reposent. L'inverse de nous, en somme. De quel type de rats s'agit-il? D'où viennent-ils? Ce sont des surmulots, l'espèce la plus répandue en Europe. Mais nous ne les attrapons pas dans la nature. Nous les faisons venir de l'université de Groningue aux Pays-Bas, où ils sont élevés spécialement pour ce genre d'expérience. Mais à l'état sauvage, comment vivent-ils? Ils vivent majoritairement en groupe. Certains sont peu nombreux, une femelle et ses petits par exemple. D'autres rassemblent plusieurs centaines d'individus qui vivent et interagissent ensemble. Ce sont principalement ces facultés sociales et leur grande capacité d'adaptation qui nous intéressent. Ce sont ces qualités qui en font des sujets captivants pour la recherche. Dans quelle mesure le comportement social des rats est-il intéressant pour nous, les humains? Nous avons des points communs? L'étude du comportement social des rats permet de comprendre beaucoup de choses sur notre propre comportement. Les rats connaissent les mêmes formes de coopération que nous observons chez les humains, à savoir la réciprocité, c'est-à-dire cette réaction aux agissements mutuels. Les rats se comportent de manière similaire. De plus, ce sont des animaux qui se prêtent parfaitement à l'observation expérimentale. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est comment chez l'homme, l'aptitude à la coopération a pu se développer au fil du temps. C'est palpitant. Nous aussi, nous coopérons. On voit le résultat. Oui, c'est fou. C'est une constatation qu'on peut appliquer à tout le règne animal. Dans la nature, ceux qui réussissent le mieux sont les plus sociaux. Et c'est aussi valable pour les humains. Si nous réussissons si bien écologiquement, c'est parce que nous sommes très sociaux. Pour comprendre la coopération des animaux, encore faut-il comprendre leur communication. Vous nous avez apporté un détecteur d'ultrasons qu'on utilise pour repérer les chauves-souris normalement. À quoi ça sert?
Les rats produisent des sons que nous pouvons entendre, mais aussi des ultrasons. Et ceux-là, nous pouvons les capter et les rendre audibles grâce à cet appareil. Nous avons constaté que quand les animaux coopèrent, ils se demandent mutuellement de l'aide au moyen des ultrasons. Eh bien moi, je suggère qu'on essaie. Voyons si nous pouvons stimuler l'esprit d'équipe chez ces rats. Venez mes petits, on ne vous veut pas de mal. Câlinothérapie chez les rats. Voyons s'il va se mettre à ronronner et appeler ses camarades. Je lui gratouille le ventre. J'ai entendu quelque chose. Oui, on entend un son. Ils aiment bien vous grimper dessus. Oui, ce sont des animaux curieux. Allez, remonte. Je vous aide à les enlever? Vous gérez encore? Ça ira. Remettons-les en place. Merci beaucoup. Continuons à explorer la coopération chez les rats. Voyons comment ils se débrouillent quand il s'agit de nourriture. Manon Schweinfurt, biologiste, étudie l'entraide chez les rats. 2 rats sont placés dans des cages séparées devant lesquelles se trouve une plateforme. À droite, un flocon d'avoine, à gauche, une baguette. En tirant sur cette baguette, le rat de gauche permet au rat de droite, le rat objet du test, d'accéder à la friandise. Il essaye d'attraper le flocon d'avoine. Il se met carrément en extension. Encore une fois. Impossible d'atteindre la nourriture. Il renifle. Il sait bien de quel côté se trouve l'objet de sa convoitise. Pour atteindre le flocon d'avoine, il faudrait que le rat de gauche veuille bien l'aider. Et il aide, il coopère. Deuxième essai, la baguette est à droite, le flocon d'avoine à gauche. Maintenant, nous intervertissons les rôles. Nous allons voir si le rat objet du test fait preuve de reconnaissance. Comme vous le voyez, son partenaire a bien compris que le flocon était désormais de son côté. J'en remets un. Le principe de la coopération est de se rendre l'appareil. Le rat qui tire la baguette doit faire un sérieux effort. Un élément très important de nos expériences est que l'individu lui-même ne profite pas de son comportement. Chez les humains, on parlerait de comportement altruiste. Je fais un don, et dans un premier temps, cela ne me rapporte rien. Et dans un deuxième temps? En général, les rats sont reconnaissants. Et que se passe-t-il si un rat ne rend pas l'appareil? La chercheuse a choisi un animal dressé à ne pas aider le rat objet du test. Comme il ne tire pas la baguette, ce qui ferait avancer la plateforme, le rat objet du test comprend que ce partenaire n'est pas serviable. Et si à présent on dépose le flocon devant le rat objet du test? Les rôles s'inversent. Et là, le rat objet du test va devoir décider s'il permet au congénère qui ne l'a pas aidé d'accéder au flocon d'avoine. La réponse est non. Pas de nourriture pour les égoïstes. Tu ne m'as rien donné, je ne te donne rien non plus. Leur comportement social et altruiste fait d'eux des champions de la survie. En observant leurs congénères, ils apprennent très vite quel aliment est bon pour eux ou non. Si un rat ne trouve rien à manger, les autres lui donneront quelque chose. S'il peut manger et donc survivre, il fera preuve de reconnaissance envers ses congénères, et si le lendemain il trouve quelque chose à manger, il partagera. C'est grâce à ce comportement social qu'ils s'adaptent si bien à leur environnement et assurent leur survie. Manon Schweinfurt, que vous venez d'entendre dans ce reportage, nous a rejoints. Vous êtes en train de terminer votre thèse et bientôt on pourra vous appeler Dr Schweinfurt. On croise les doigts en tout cas. D'où vous vient cette passion pour les rats?
Je ne sais pas. Peut-être les rats sont-ils venus à moi comme je suis venue à eux. Ils m'ont toujours fascinée. Ces animaux sociaux extrêmement intelligents valent mieux que leur réputation. Nous aussi. Oui. Tout à l'heure, nous avons vu que les rats survivent mieux s'ils coopèrent. Qu'arrive-t-il si un rat refuse, s'il est méchant? Cela se passe sans doute comme chez les humains. Ceux qui ne coopèrent pas sont exclus du groupe. Plus personne ne veut avoir affaire à eux. Mais devant un rat inconnu, qui n'appartient pas à son groupe, à quoi le rat voit-il s'il sera capable de coopérer? Eh bien, comme il ne le connaît pas, le rat va devoir tester le nouveau venu. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à nous, les rats peuvent apparemment utiliser leurs cellules olfactives pour déterminer si un congénère est coopératif ou non. Mieux vaut s'abstenir après une journée aussi chaude. Ça sent quoi, la coopération? Comme nous n'avons pas le nez aussi fin que les rats, je ne pourrais pas vous le dire, hélas. Nous analysons en ce moment de minuscules composants olfactifs, mais nous n'avons pas encore les résultats. L'odeur du rat coopératif arrive par ce tuyau. Exactement. Dans cette cage se trouve un rat que nous allons mettre en présence d'un congénère. Le rat inconnu. Le rat inconnu, absolument. Et nous allons évacuer l'odeur de ce rat inconnu dans la pièce d'à côté. Notre rat objet du test est ici et il a le pouvoir de donner à manger à son partenaire ou non. Nous allons donner au rat inconnu une autre odeur que nous acheminerons depuis une autre pièce, tantôt l'odeur d'un rat altruiste, tantôt celle d'un rat individualiste. Waouh! Et voici Manon Schweinfurt dans le parfum de la générosité. Passionnant, non? Bien, voici le rat coopératif. Si tout marche bien, l'odeur du rat coopératif sera transférée dans la cage du rat inconnu et le rat objet du test lui donnera à manger. C'est là qu'il faut tirer. Oui! Oh, pardon, le plateau est vide. Mauvaise pioche. Oui! Celui-là, c'est celui qui ne sent pas l'altruisme. Je le connais bien. C'est un rat particulièrement mauvais. Voyons maintenant si l'autre en fait moins pour son partenaire. Un résultat sans appel. Je suis curieuse de voir ça. J'ai bien tout noté. Alors, dites-moi tout. Quels sont vos résultats? C'est clair. 5 fois lors du premier essai. Deuxième essai, 0. Le premier essai était altruiste. C'est vrai. Et le deuxième, individualiste. Incroyable. C'est fou comme ça marche. Qu'est-ce que ça révèle sur nous, les humains? Eh bien, peut-être que ce qui vaut pour les rats vaut aussi pour nous. Peut-être qu'inconsciemment, nous captons certaines odeurs qui nous poussent à la générosité vis-à-vis d'autrui. Alors? Tu sens bon le déo. Senteur coopération. Génial, merci beaucoup. Merci. Je l'avoue, je commence vraiment à aimer ces petites bêtes.
Mais il y a une grosse angoisse que nous n'avons pas encore abordée, celle des rats vecteurs de pathologie. Thomas Schneider est infectiologue et il a déjà traité des milliers de patients. Mais il en est un qu'il n'a jamais oublié. Celui-ci est venu le voir il y a 10 ans, gravement malade. D'entrée de jeu, ce patient sortait du rang à cause de la couleur jaunâtre de sa peau. On aurait dit qu'il avait un ictère et il avait les yeux injectés de sang. C'était très impressionnant et cela a tout de suite orienté nos investigations. Ce patient s'appelle Klaus Deurenkemper. Thomas Schneider et son équipe lui ont sauvé la vie in extremis. Ça fait plaisir de vous revoir. Le temps a passé. Oui. Klaus Deurenkemper se souvient peu de la phase aiguë de sa maladie. Voyons cela. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il voit ces photos. Impressionnant. Je savais que j'allais mal, mais je ne me rendais pas compte que j'étais au bout du rouleau. Enfin, je devais bien m'en douter. Aujourd'hui encore, ça me fait un choc. À l'époque, Thomas Schneider soupçonne une maladie bactérienne très rare, potentiellement mortelle, la leptospirose. Principaux vecteurs de la maladie, les surmulots. Le médecin avait vu juste. En effet, Klaus Deurenkemper avait, et il a toujours, des rats chez lui. Des rats domestiques apprivoisés n'ayant jamais eu aucun contact avec des rats sauvages. Mais peu avant qu'il ne tombe malade, un événement s'est produit. À Berlin, le centre de sauvetage d'animaux reçoit un appel. Un rat est en fâcheuse posture en haut d'un arbre. Il est blessé. Ce n'est pas un rat sauvage, plutôt un animal domestique abandonné. Les employés du centre attrapent le rongeur et le conduisent chez le vétérinaire. Celui-ci pense qu'il a dû se faire mordre par un rat sauvage. Il le soigne et le restitue à son sauveteur, Klaus Deurenkemper, qui prend volontiers en charge la bête blessée. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. J'avais des céphalées, des courbatures, des douleurs articulaires. Le médecin est venu, mais il ne voyait pas de quoi il retournait. Et il a fini par décider de me faire hospitaliser. 2 hôpitaux vont successivement déclarer forfait. Le 3e pose le bon diagnostic, leptospirose. Mais comment un être humain peut-il entrer en contact avec des leptospires de race sauvage? Ces bactéries sont extrêmement agressives. Il suffit de quelques-unes, entre 10 et 100, pour infecter quelqu'un. À titre de comparaison, il faut 10 millions de bactéries pour contracter une salmonellose. Les rats sauvages sont d'ordinaire des porteurs asymptomatiques de ces bactéries qu'ils éliminent dans les urines, sur les rives d'un cours d'eau par exemple. Puis, la pluie les disperse dans l'eau et les baigneurs peuvent s'infecter. Les leptospires se faufilent dans l'organisme via de petites égratignures. Mais les leptospires peuvent aussi vous guetter dans le jardin, où ils vivent dans la terre humide. Vous pouvez vous contaminer en manipulant la terre si vous vous frottez les muqueuses, les yeux par exemple. Ou encore, lorsqu'un rat sauvage mord un rat apprivoisé qui se retrouvera porteur de leptospire. C'était le cas du rat recueilli par Klaus Deurenkemper. Plus tard, il m'est revenu à l'esprit que ce rat m'avait fait pipi dessus, une fois que je le tenais dans la main. On a toujours une petite égratignure. C'est là que ça a dû se produire. Et voilà comment il a été contaminé. Si Klaus Deurenkemper a survécu, c'est uniquement parce que Thomas Schneider lui a administré le bon antibiotique. La leptospirose est extrêmement rare. On dénombre officiellement chaque année une centaine de cas en Allemagne et quelques 300 en France. En Europe, c'est pratiquement la seule maladie transmise par les rats. Et même si Klaus Deurenkemper en a fait les frais, il aime toujours autant ses rongeurs. J'avoue que cette histoire m'a donné la chair de poule. Cela dit, n'oublions pas une chose.
le risque de se faire renverser par une voiture est nettement plus élevé que celui d'attraper une leptospirose. Au début de cette émission, nous nous demandions si les chercheurs de l'Université de Berne arriveraient à améliorer notre image des rats. Il faut le dire, c'est un succès. Vive les rats! Ils auraient bien des choses à nous apprendre. Par exemple, que l'assistance mutuelle est un gage de force et de réussite. C'est beau, hein? Et sentimentalement parlant, ceux que nous avons vus ici étaient tout ce qu'il y a de craquant, avec leurs petites pattes. Vraiment touchant. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Mais c'est vrai qu'on a uniquement des rapports professionnels, n'est-ce pas? Allez, restez aussi curieux que les petits rats suisses. À la prochaine fois. Ganz neue Seite.